Alors, on est heureux de pouvoir vous accueillir tous les quatre ensemble pour cette dernière webconférence. Donc, vous avez Laurent Bescon, que vous avez peut-être déjà entendu sur un podcast autour des neurosciences, plutôt Laetitia Lebris, qui est juste devant moi, qui sera plutôt au niveau de la pédagogie positive. Donc, c'est vraiment eux deux qui vont animer cet atelier. Et puis, peut-être connaissez-vous déjà, vous en avez entendu parler, vous l'avez peut-être vu, même au niveau des vidéos qu'elle fait avec Sébastien Ballanger, Stéphanie Chauveau, avec qui j'ai l'honneur de travailler et de préparer aussi ces webconférences et ce printemps de la pédagogie. Donc, dernière webconférence, toujours dans le cadre des TNE, hein, comme vous êtes en général là depuis le début, je ne vais pas revenir dessus. L'idée, c'est que pendant 1h30, on va dire, allez, 1h15 à peu près, on laisse la parole à Laurent et à Laetitia pour vous entraîner sur ce chemin à la fois des neurosciences et de la pédagogie positive, de voir ce qui fonctionne, ce que vous pouvez mettre en classe. Vous aurez de temps en temps des petits QR codes comme ça à flasher, on vous laisse découvrir au fur et à mesure. Et puis surtout, on aura un petit temps à la fin, une fois encore, de questions-réponses. Donc, si vous en avez au fur et à mesure, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Avec Stéphanie, on va collecter et on reviendra vers vous après. Donc, nous vous souhaitons un très bon temps de webconférence. Nous, on se régale déjà en étant avec vous ici et tous les quatre. Et on est heureux de pouvoir vous retrouver pour ce moment on va dire, de communauté apprenante, parce que c'était ce qu'on visait aussi tous ensemble. Voilà. Bonne conférence à chacun. Bonne séance. Merci. Je fais un partage, Evelyne, de ce que tu voulais montrer ou on y va? Alors, je vais juste essayer de retrouver le nuage de mots. Enfin, il est là en train de charger encore et toujours. Hein. Je vous garantis qu'on a fait des tests ce matin, ça fonctionnait. Mais ce sont malheureusement des aléas. Ouais, on va revenir sur le projet. Et puis je vais laisser la parole à Laetitia, qui est à côté de moi. C'est parti. Bonjour à tous. Alors, moi, je vais évoquer la pédagogie positive avec vous et le volet enseigner avec la pédagogie positive. Alors, une petite question qui va nous guider sur ce chemin-là. Comment prendre du plaisir, enseigner avec envie et sérénité, être efficace. Voilà, donc vaste programme évidemment, mais je vais essayer d'en faire une petite présentation concise et puis vous aurez un petit temps de questions à la fin, évidemment, pour rebondir sur le sujet. Alors, l'objectif en pédagogie positive, en tout cas dans la formation que moi j'ai reçue en psychopédagogie positive, l'idée est vraiment d'accompagner les enfants pour en faire des adultes autonomes, bien sûr, mais des adultes ayant confiance en eux et qu'ils agissent sainement à la fois pour s'épanouir et contribuer au monde. Et contribuer au monde aussi est une question évidemment importante pour chacun. Donc, vas-y, tu peux. Merci beaucoup. La pédagogie positive, telle que je vais vous la présenter, repose sur une approche globale, l'approche tête-cœur-corps. Alors, la tête, on va beaucoup l'évoquer, Laurent et moi, au cours de cette conférence. Laurent avec une approche en neurosciences et moi-même en gestion mentale, puisque j'ai également suivi un cursus en orthopédagogie. Donc, l'orthopédagogie, c'est la gestion mentale selon Antoine de la Garandrie. Nous nous attarderons un petit peu sur le fonctionnement du cerveau à travers deux notions. On ne peut pas tout traiter ici, mais on a choisi donc l'attention et la mémorisation. Alors, je vais m'intéresser un petit peu au cœur, puisque la tête, nous allons revenir dessus très vite. Alors, on oublie malheureusement souvent que les élèves arrivent en classe chaque matin chargés d'un vécu quotidien familial, un vécu émotionnel fort, pour certains, d'autant plus que, comme on le sait, les adolescents aujourd'hui traversent des débordements émotionnels très vite arrivés et puis les zones du cerveau n'arrivant pas à maturité tout en même temps. D'ailleurs, on estime la maturité du cerveau à 21 ans ou 25 ans selon certains neuroscientifiques. Entre 20 et 25, on est vraiment sur le cortex préfrontal, la partie qui est juste derrière votre front en fait. Ces choses-là arrivent effectivement en maturité entre 20 et 25, ce qui veut dire que quand on dit que les enfants qu'on a en face de nous ne sont pas finis, c'est vrai. Mais c'est pas péjoratif. Et c'est pas péjoratif. C'est à nous de participer à leur finition en partie. Et à leur construction.
Donc, c'est vrai que nos élèves de collège, enfin, d'école, collège, lycée, gravissent chaque jour les montagnes russes émotionnelles, surtout à l'adolescence. Et puis, n'oublions pas que veille en nous un ado. Donc, c'est vrai que c'est une période qu'on a tous connue avec des grands bouleversements dans notre corps. Et puis, parfois, c'est vrai qu'on a tendance à se détacher un petit peu de cette vision sur l'enfant ou sur le jeune. Donc, il est fondamental, dans un premier temps, de créer du lien. Donc, créer du lien, c'est le lien créé avec l'élève qui dépend à la fois du bien-être des enseignants, évidemment de sa dose de stress devant une classe de plus de 30 élèves. Et dans cette dose de stress, je parle évidemment de se retrouver seul à un moment donné face à ses élèves. Donc, ça dépend aussi de son aisance, de son sentiment de légitimité. Et puis, ça dépend aussi de sa vision de l'enseignement. Vision parfois façonnée par un vécu, par des croyances aussi, qui malheureusement, parfois par des mythes même, qui malheureusement ne façonnent pas toujours l'attitude qu'on aimerait avoir ou qu'on a pu recevoir en formation dans un autre temps. La volonté d'entrer en relation avec les élèves, elle est vraiment primordiale en pédagogie positive parce qu'elle pose le cadre. Le cadre, c'est poser le cadre d'un lieu sécurisant, un lieu contenant, propice à l'apprentissage pour les élèves. Voilà, un cadre d'apprenant. Et ce temps d'alliance, il est fondamental. C'est le temps de créer aussi un lien de coopération avec les élèves. Et ça crée évidemment des liens de confiance. Donc ça, c'est... Vas-y. Je vais juste la couper un tout petit peu. Dans tout ce qui est coopération, et si on fait le lien avec les neurosciences, l'acte d'apprentissage est un acte qui est individuel. Par contre, on apprend beaucoup mieux à plusieurs. Donc, la coopération, effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Et là, on a nos deux domaines qui se rejoignent. Ils se rejoignent sur énormément de points. J'ai envie de dire, on est sur du 98-99%. On vous donnera le 2%. Oui, on vous donnera le 2% après. Ou alors, vous devez peut-être le trouver, vous, les 2%. Ça peut être intéressant. Mais effectivement, cette coopération, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et si on veut avoir une vision vraiment concrète du métier d'enseignant et de comment est-ce qu'on peut appliquer ces choses-là au quotidien dans la classe, c'est mettre en place de la coopération dans nos classes. Et ça favorise énormément le sentiment de confiance, l'ensemble de la classe, de ce qui se passe, en fait, de ce qui se vit dans la classe, ce bien-être dans la classe qui est vraiment fondamental pour favoriser les apprentissages. C'est ça, et cette confiance qui donne la capacité aux élèves de s'appuyer sur la force du collectif, mais aussi sur l'enseignant. Donc, créer le lien est vraiment fondamental. C'est la première des choses qui nous permet, du coup, en aval de tout ça, travailler avec plaisir, efficacité, envie, sérénité, tout ça. C'est possible. Juste par rapport à ce qui est… Oui. Attends, juste par rapport à ce que vous avez là, neuromiroir, c'est super intéressant parce qu'on va revenir dessus quand on va évoquer tout à l'heure l'attention, qui est la porte d'entrée en fait de notre cerveau. Ces neurones miroirs, si on pense vraiment à l'attention, ce qui est important, c'est de faire attention à l'attention de l'autre quand on enseigne. On est vraiment sur je fais attention si tu fais attention. Donc, que ce soit nous par rapport aux apprenants, les apprenants entre eux et les apprenants par rapport à nous, on a vraiment tous ces liens qui sont vraiment fondamentaux dans l'acte d'apprendre. Alors, comme autre pilier, il y a évidemment avoir en tête que l'estime de soi, la confiance en soi, la motivation sont des moteurs très puissants de l'engagement de l'enfant dans les apprentissages et que les trois sont extrêmement liés aux attentes de l'enseignant envers l'élève. Du coup, j'arrive sur changer de regard sur l'élève. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous cette petite histoire qui est plus qu'une histoire, mais une expérience américaine, l'effet Pygmalion. Alors, très rapidement, l'effet Pygmalion, c'est une étude sur le regard des enseignants qui influence les résultats des élèves. C'est une étude américaine qui a été menée par Robert Rosenthal, qui est un chercheur en psychologie sociale. Alors, tout d'abord, il a mené cette expérience avec des rats, puis il a mené cette expérience dans une école plutôt défavorisée de San Francisco pendant une année scolaire. Je vous rappelle rapidement l'expérience. L'objectif était de faire, avec les rats, traverser un certain nombre de rats, un labyrinthe. Évidemment, il y avait une nécessité de les entraîner. Il y avait 12 rats. D'un côté, 6 rats
qui était entraîné par un groupe d'étudiants à qui on a dit que ces rats étaient super performants et avec des attendus, des résultats extraordinaires. Et puis 6 autres rats vers un groupe d'étudiants à qui l'on dit que ces rats sont loin d'être exceptionnels, probable qu'ils aient du mal, etc., etc. En tenant ce discours, Rosenthal, il a de fait modifié les attentes des étudiants quant aux capacités de ces rats. Le résultat de l'expérience s'est confirmé, évidemment. Le premier groupe de rats a été bien meilleur que le second. Parmi eux, d'ailleurs, certains n'ont même pas quitté la ligne de départ. Et il s'avère que le groupe 1 d'étudiants a transmis beaucoup plus de chaleur, de sympathie, d'amitié, etc. dans l'exercice de ces rats, tandis que le second a été plus froid, distant, inconsciemment désintéressé des capacités de ces rats. Donc, les attentes des testeurs ont modifié les performances des animaux testés. Ce sur quoi ils ont voulu évidemment mener ces expériences sur l'humain. Donc, une expérience similaire a été menée dans une école, avec des élèves en échec scolaire d'une école de San Francisco, Oak School. L'expérience a été menée sur une année. Rosenthal, il considérait que cela devait aussi bien se vérifier chez l'homme et il a voulu observer s'il était possible d'aider un élève à progresser en modifiant les attentes de son professeur. Il a donc fait croire aux enseignants de 6 classes que certains de leurs élèves étaient surdoués, au nombre de 5 élèves. Après une série de tests, de QI restés secrets, les chercheurs ont annoncé aux enseignants qu'ils pouvaient s'attendre à ce que les élèves fassent des progrès très importants au cours de l'année. De nouveaux tests ont été réalisés en fin d'année et ils ont pu observer que les élèves dits prometteurs, alors qu'en réalité ils étaient en échec scolaire, ont beaucoup plus progressé que les autres élèves dits normaux. Donc ces élèves ont également été perçus par les enseignants comme plus performants, plus agréables que les autres, alors qu'ils ont été choisis au hasard. L'effet Pygmalion en psychologie sociale, c'est d'observer comment le regard et les attentes des enseignants peuvent influencer les performances et les résultats des élèves. On peut évidemment extrapoler vers la motivation, vers l'engagement, l'estime de soi et la confiance en soi. Alors, ce qu'on a souvent dit, et on va le revoir tout à l'heure dans une petite vidéo, c'est cette fameuse prophétie autoréalisatrice. Ah bah, j'allais en parler juste après. Et ben voilà. D'où la complémentarité des deux domaines. Alors, je te laisse continuer alors. Non, mais je t'en prie, si tu veux. Donc, c'est vraiment, alors là, effectivement, on est sur 2 approches, mais qui sont, je le répète, très complémentaires. En neurosciences, on est exactement sur les mêmes versants. Cette prophétie autoréalisatrice peut aussi bien construire que détruire. Autrement dit, un regard posé sur un élève, un regard positif, va être très encourageant pour cet élève et il aura vraiment envie de faire encore mieux que ce qu'il ne fait déjà. Alors qu'à l'inverse, peut-être que vous avez pris un moment pour regarder la petite vidéo qui vous avait été envoyée en lien. Pascal Toscani dit qu'un regard négatif sur un élève peut porter atteinte à ses fonctions cognitives. Et on peut vraiment en faire l'hypothèse et on est vraiment dans cet effet Pygmalion et dans cette prophétie autoréalisatrice. Voilà, donc moi, j'allais poursuivre justement en vous disant que plus les attentes sont positives, plus on augmente les chances de réussite. Inversement, plus les attentes sont négatives, évidemment, et plus il y a de risques que les élèves échouent. Donc, pour clôturer ça, les attentes des enseignants peuvent être conscientes et verbalisées, mais on sait très bien aussi qu'elles peuvent être inconscientes. Les deux ont un impact. On sait que l'inconscient tient un rôle très puissant dans l'attitude de tout à chacun et se ressent. Elle peut se lire sur les expressions du visage, elle peut se lire dans l'état émotionnel de l'enseignant. Et rappelons que 70% de la communication passe par le non-verbal. Donc, les enseignants utilisent des indicateurs dits objectifs dans leur avis sur les élèves. Alors, on sait qu'en début d'année, ça y va du petit échange avec les collègues, les appréciations qu'on a pu donner sur les enfants, les résultats, etc. Il va utiliser des indicateurs objectifs aussi dans sa classe, les notes, les appréciations, mais il va aussi utiliser parfois des indicateurs dits subjectifs. Malheureusement, ça peut être le sexe, la réputation de l'enfant, la tenue vestimentaire, le milieu social, l'origine, etc., etc. Ces attentes vont souvent, malheureusement, avoir tendance à fonctionner comme des prophéties auto-réalisatrices. En neurosciences, on parle de croyances limitantes. Voilà. En gestion mentale aussi. En gestion mentale aussi, on a le même vocabulaire. Et c'est vraiment ça. Je vais prendre un exemple. Alors, je suis prof de maths à mes heures perdues. Et
les filles et les sciences, c'est quelque chose qui ne va pas forcément bien de pair. Ben, c'est du grand n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'on fait partie de la gente féminine que forcément les sciences, ce n'est pas fait pour vous. Et inversement, ce n'est pas parce on fait partie de la gente masculine qu'on a un attrait par rapport aux sciences. Donc là, on est vraiment sur des croyances limitantes et ces croyances limitantes, on en a énormément. Je reviens juste sur le langage non verbal. C'est effectivement quelque chose de très, très important. Laetitia disait 70%. Ouais, je pense que si ça se trouve, c'est même encore plus. Minimum. Ouais. Oui, minimum. Un élève a besoin d'être regardé. Et un élève est regardé s'il sent que l'enseignant est attentif à lui et fait preuve de bienveillance. Je le dis souvent, je dis ce mot de bienveillance, il a été utilisé, chauffé, réchauffé, surchauffé, à tel point qu'il en a probablement perdu son sens. Mais si on réfléchit bien au sens de départ, je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être constitutif de notre métier. Le fait de regarder chaque élève, et là on est vraiment dans les neuros, avec ce message d'espoir qui est véhiculé par la plasticité cérébrale. Et une fois de plus, les deux thématiques se rejoignent. Donc le fait d'avoir à cœur de regarder avec un regard bienveillant chaque élève, en ayant en tête et en y croyant sans l'ombre d'un doute à son potentiel d'évolution, quelques rythmes. Je ne suis pas en train de dire qu'on vit dans un monde où ils vont tous partir sur des études bac plus 25. Ce n'est pas du tout l'idée. C'est simplement de trouver sa voie et d'accompagner le jeune pour qu'il trouve la voie qui lui corresponde au mieux. Et même d'en changer de regard, j'irais même plus loin. En fait, ce qui est intéressant, c'est même chaque jour avoir un regard nouveau sur l'élève et sur chaque élève. Même si la veille, il a fait une grosse bêtise, chaque jour, poser un regard nouveau sur l'élève. Ça rejoint encore une fois plus les neuros en disant à un moment donné l'importance du feedback. Ce regard, cette parole est vraiment constitutive, merci, et constitutive de l'apprentissage, de la formation. Il y a une petite phrase que j'aime beaucoup, c'est on ne pousse pas si on ne sait pas planter. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur dans mon métier d'enseignant et dans mon métier de formateur aussi, d'autoriser le fait de s'être planté. Et comme tu viens de le dire, ce n'est pas parce que le lundi on s'est planté, ce n'est pas pour autant que le mardi, on va se replanter. Au contraire, on laisse une nouvelle chance, on y retourne, on remet le travail sur le métier et on avance. Donc, pour conclure sur ce sujet, les attentes des enseignants vont avoir des conséquences. Donc, premièrement, sur le climat d'apprentissage, évidemment, vous l'avez bien compris, puisque l'investissement émotionnel plus ou moins important de l'enseignant et tout ce qu'on vient de vous dire, eh bien, voilà, plus les enseignants seront chaleureux, rassurants avec les élèves, plus les attentes seront élevées, plus le climat sera propice à l'apprentissage pour les élèves et inversement aussi, malheureusement, plus l'enseignant aura tendance à critiquer quand l'élève se trompe, etc., plus il créera une ambiance non propice à l'apprentissage. Ça va évidemment libérer la possibilité de s'exprimer pour les élèves. Les enseignants vont avoir aussi tendance à tirer vers le haut les élèves pour qui ils ont des attentes fortes, donner peut-être des exercices plus difficiles ou plus riches, tout simplement, même des leçons plus riches, plus variées aux élèves envers qui ils ont des attentes élevées. Puis inversement, ils poseront des questions et accepteront plus facilement des réponses médiocres d'élèves pour lesquels ils ont moins d'attentes. Voilà, ça peut aussi évidemment avoir une conséquence sur le contenu pédagogique. De fait, sur la motivation des élèves, toujours l'estime de soi et la confiance en soi, qui est toujours très liée au regard de l'adulte. Voilà pour ce sujet. Je reviens juste sur la motivation. Encore et toujours. Alors, je fais juste une petite parenthèse parce que souvent, on dit que les neurosciences, c'est une mode et c'est une mode qui va passer. Évidemment, je ne suis pas favorable à ce genre de discours. Tout simplement, les neurosciences sont en train de vivre une accélération incroyable depuis, on va dire, les 20-30 dernières années. Tout simplement, c'est en lien avec les progressions techniques. Avant, pour observer un cerveau, il fallait tout simplement ouvrir la boîte crânienne et regarder ce qui se passait dedans. Maintenant, en fait, on a la chance de pouvoir observer un cerveau en parfait état de marche. Et c'est ce qui fait aussi que les neurosciences accélèrent énormément avec cette énorme avancée technologique. Donc, on sait maintenant, il y a des choses qui sont prouvées scientifiquement. Il y a des attitudes, effectivement, même si c'est encore difficilement mesurable, entre autres pour l'attention, mais il y a des choses qui font que les apprentissages vont être favorisés et d'autres pratiques qui vont, entre guillemets, défavoriser les apprentissages. Je prends juste un exemple parce que ça a donné
lieu à un débat depuis des années et des années sur la lecture globale et la lecture syllabique. Il a été montré par A plus B, par Stanislas Dehaene, entre autres, que la lecture syllabique était bien plus efficace pour l'apprentissage de la lecture et pour le transfert des apprentissages à des nouveaux mots, par exemple, qu'une lecture globale. Autrement dit, si j'étais capable de lire le mot parapluie, et ben, si le mot ne se présentait pas sous la forme parapluie, et ben, je ne pouvais pas relire le mot, alors que si j'avais cette notion de syllabes, je pouvais transférer les différentes syllabes du mot pour reconstruire de nouveaux mots. Tout à fait. Alors justement, je voulais quand même vous dire un petit mot sur les neurones miroirs, abordé un petit peu par Laurent tout à l'heure. Donc, les neurones miroirs ont été découverts par un neurologue italien, Giacomo Risolacci, en 1992. Les neurones miroirs jouent un rôle dans l'imitation, mais aussi dans le déchiffrage des intentions et aussi dans les émotions, dans le déchiffrage des émotions d'autrui. Donc, les neurones miroirs rendent les émotions contagieuses, et puis donc, celles-ci circulent évidemment et se propagent à l'entourage. On connaît bien, un sourire provoque un sourire, par exemple. Ou un fou rire provoque un fou rire, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Et quand à contrario, les adultes crient, s'énervent, manifestent des émotions négatives, elles sont transmises tout autant aux enfants qui ressentent ces mêmes émotions de colère, d'énervement, et le climat n'est donc plus propice à l'apprentissage ni au travail dans une salle de classe. On va encore effectivement, si on reste effectivement sur ces neuromiroirs, sur ces émotions, je vais reprendre l'exemple des maths. C'est en général une matière qui cristallise pas mal de choses. Et qui crispe. Et qui crispe. Mais la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que cette matière crispe autant? On ne va pas rentrer dans un débat par rapport aux maths, mais ça pourrait être aussi pour l'histoire géo, ça pourrait être pour la philo, ça pourrait être pour autre chose, pour le français, pour n'importe quoi. C'est qu'à un moment donné, sur des apprentissages, on met un marqueur émotionnel dessus. Et si ce marqueur émotionnel, au départ, était positif, notre cerveau, en fait, va vouloir y retourner. Parce que, je le rappelle, ce qu'on a là-haut, c'est quelque chose qui adore apprendre, et c'est quelque chose qui déteste retenir des choses qui ne lui servent à rien, et c'est quelque chose qui adore retourner vers quelque chose qui lui a procuré du plaisir. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est-à-dire que si à un moment donné, on a le plaisir qui s'installe, et si vous réfléchissez à votre parcours de vie, vous avez forcément des marqueurs émotionnels forts qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Et on est vraiment dans la même dynamique au niveau des apprentissages. Ceci étant, ce qui marche dans un sens marche bien évidemment dans l'autre sens. Ça veut dire que si, imaginons, vous avez croisé un jour un prof de maths qui, effectivement, avait une certaine pédagogie qui ne vous convenait pas ou qui avait une façon de s'exprimer, de se comporter, etc., qui ne vous convenait pas, forcément, vous avez ces marqueurs émotionnels qui, cette fois-ci, vont être estampillés d'un petit moins. C'est ce côté mathématique. Et donc, on va avoir du mal à y retourner. Et ça, c'est valable dans n'importe quel domaine, y compris pour les brocolis cuits à l'eau. Alors, moi, je vais terminer mon intervention là avec la discipline positive, justement. Vous connaissez peut-être Jeanne Nelson, qui est docteur en éducation et thérapeute familiale, qui a mis en place la discipline positive, qui a réfléchi sur cette question et qui insiste sur deux notions que j'ai écrites ici, là, la bienveillance et la fermeté. Donc, deux piliers phares sur lesquels repose la discipline positive. Alors d'abord, la bienveillance, eh bien, elle repose sur 4 piliers. Alors c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler maintenant de la bienveillance. Néanmoins, c'est toujours quand même intéressant de revenir à cela. Alors la bienveillance, elle commence par évidemment le respect de l'enfant, mais elle passe aussi par le respect de soi-même. Et ça, on l'oublie souvent. Évidemment, le respect aussi du monde de l'enfant. Et ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure aussi, c'est avoir confiance en eux. Avoir confiance en eux, ça leur permet de développer chez eux le sentiment d'être capable. Et évidemment, c'est un vaste programme, mais c'est aussi la base de tout. Il y a beaucoup de choses qui forment la base d'un climat propice à l'apprentissage, on entend bien, mais si on sent qu'effectivement l'accès au respect de l'enfant, au monde de l'enfant, ou même au respect de soi, dans son cadre de travail, quand on est seul face à 30 ou 34 ou 35 élèves, le travail sur soi, il peut être intéressant aussi.
D'ailleurs, c'est passionnant à la fois, ce travail sur soi, si on ne parvient pas à cela. Et la fermeté, eh bien, ça va avec, c'est beaucoup le respect de soi-même, la fermeté, avec quelques incontournables, évidemment. Le fait déjà de répondre aux besoins de la situation spécifiquement, ça veut dire que lorsque il y a un problème avec un élève, on ne va pas se servir de tous les autres problèmes qu'il y a eu avec cet élève, on va juste traiter ce problème dans cette situation précise. Et malheureusement, parfois, il y a une tendance à l'extrapolation qui va du coup souvent placer une étiquette sur le front de l'enfant et là, on enferme l'enfant d'ailleurs dans ces problématiques. C'est pareil, la fermeté doit reposer sur un cadre contenant, sécurisant, dans lequel l'adulte représente un modèle aussi et dans lequel l'adulte doit poser des limites. Et ce cadre, s'il y a des limites, il est forcément contenant et propice aussi à l'apprentissage, évidemment, derrière. Donc, la fermeté, elle repose sur l'enseignant comme modèle. Celui-ci enseigne la compétence aux enfants de décider de ce que l'on va faire. Il y a aussi donc la coopération qui se met en place, l'implication de l'élève derrière qui se met en place dans ce cadre-là. Faire confiance à l'enfant, l'encourager, l'inviter à chercher des solutions par lui-même, en validant son état, en validant ses émotions, en aidant l'enfant à explorer les conséquences de ses choix, leur laisser du temps pour s'entraîner, d'installer les apprentissages de façon respectueuse, vraiment créer un climat propice en classe. Lorsque on peut faire parfois le constat de cours dysfonctionnels, où on sort de nos cours, ça nous est tous arrivé de se dire en sortant d'un cours, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas matché, qu'est-ce qui s'est passé, etc. L'idée, c'est toujours partir avec l'idée que de reconnaître et de partir avec l'idée que la responsabilité, elle est partagée. Il n'y a pas que les enfants, il y a nous aussi. Et à un moment donné, si ça a dysfonctionné, c'est important de se remettre en question soi, avant de juger les élèves et de se dire qu'est-ce qui n'a pas créé le lien aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas créé la relation, sans forcément tomber dans c'est la faute des élèves, alors on les punit à tout va, on les porte responsables de la situation, mais la classe est trop bruyante, c'est la faute des élèves, etc. etc. Voilà, ça ne fait qu'accroître les difficultés relationnelles, évidemment, entre l'enseignant et les élèves. Voilà, et je voudrais juste finir sur un point important, c'est de savoir que dans le cerveau, la douleur sociale et la douleur physique sont localisées dans les mêmes zones. Et du coup, un mot qui fâche, un mot qui vexe, un mot qui humilie l'enfant, c'est localisé dans la même zone que la douleur physique dans le cerveau. Ça, tu peux peut-être, si tu as envie de rebondir. Non, j'ai rien à ajouter parce que je suis complètement d'accord. Je voulais juste ajouter quelque chose juste avant et ça m'est sorti de la tête. Ça va revenir. Vas-y, je t'en prie. Non, du coup, un petit mot sur le corps. Et puis après, on va passer à la tête avec l'approche en neurosciences et puis en gestion mentale. Le corps, 4 piliers fondamentaux à prendre en compte en classe. Alors, je sais qu'il y en a qui considèrent que certains sont utopiques, mais je les dis quand même parce que c'est important. L'élève, il a besoin d'eau. Le cerveau, il fonctionne avec de l'eau. Il a besoin d'eau. Ça, tu peux peut-être en dire un mot, mais il faut vraiment, l'eau est un conducteur électrique et le cerveau, il a besoin d'eau. L'absence d'eau entraîne des troubles de la concentration, des troubles neurologiques par déshydratation et l'enfant a besoin d'eau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est sidérant de constater qu'il y a encore des élèves qui n'ont pas le droit de boire d'eau. Des petits loulous en maternelle, au CP, au CE2, au CM2 qui ne boivent pas d'eau de la journée à part à la cantine. Et puis des collégiens ou des lycéens qui ont interdiction de boire de l'eau. C'est encore plus vrai pendant les évaluations si on veut optimiser leurs chances. Donc, c'est vrai qu'il y a la crainte toujours qu'ils fassent des bêtises avec l'eau. Reste que l'eau, c'est la vie et qu'il faut les laisser boire de l'eau. Je rebondis sur l'eau. Alors, la question ne se pose pas, évidemment. Laisser boire des élèves de l'eau en cours, c'est une évidence. Alors, on est bien sur de l'eau, pas sur autre chose. Oui, parce que sinon, on va rentrer sur d'autres problématiques en lien avec le sucre et le fonctionnement du cerveau, qui est beaucoup plus… Alors, Stanislas Dehaene disait que une mauvaise alimentation était plus néfaste pour le fonctionnement du cerveau que les écrans. Donc, on était arrivé jusque-là. Mais on va juste… Je sors de l'approche vraiment… neurosciences éducatives, mais vous savez très bien que… merci.
vous savez très bien que si vous ne buvez pas assez, vous avez tout simplement des maux de tête. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, sur un constat simple, personne, sans faire de médecine, on est vraiment sur des constats basiques. L'eau est effectivement quelque chose de fondamental. Et si je prends une approche en termes d'attention, si j'ai soif, j'ai une partie de ma capacité attentionnelle qui va être focalisée sur la gestion de ma soif. Comme l'envie de faire pipi. Comme l'envie de faire pipi. Donc, à un moment donné, effectivement, ça reste des besoins primaires. Donc, si on n'a pas satisfait ces besoins primaires, nos capacités attentionnelles seront en partie grignotées par ces besoins-là et donc seront moins disponibles pour le reste. C'est le même problème pour les toilettes, je reviens dessus, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire aux élèves, à refuser la sortie pour aller aux toilettes. Néanmoins, vous pouvez être assuré que l'enfant qui a envie de faire pipi, il ne restera focalisé que sur son envie de faire pipi pendant l'heure qui restera. Donc, voilà, le respect des besoins primaires pour le corps, c'est important. Alors après, il y a l'air, évidemment. Aérons les classes toutes les heures, et là, c'est pas... Pour le coup, ce n'est pas une recommandation Covid, c'est vraiment les enfants, ils ont besoin de respirer. Ils ont besoin de respirer, ils ont besoin d'air, comme nous d'ailleurs. Aérons-nous. Ensuite, l'enfant a besoin de mouvement. Alors, le mouvement, c'est une grande question aussi dans l'éducation nationale, puisque nos enfants, dans beaucoup de classes, et surtout les collégiens et les lycéens, ont interdiction de bouger sur une chaise et une table pendant des heures et des heures. Alors, nous, en pédagogie positive, on recommande le brain gym, cross-crawl, le bretzel, tout un tas de mouvements. Alors, hyper intéressant dans le premier degré de commencer par un ECAP, donc un petit verre d'eau, le petit massage, les points d'acupressure du cerveau, là, cross-crawl, mouvement croisé, et puis on termine avec le mouvement du bretzel. Alors, à la fin, si on a 2 minutes, on pourra faire un ECAP ensemble. Ensuite, l'enfant a besoin de repos. Alors, quand je dis repos, ce n'est pas forcément des siestes, mais il a besoin de pauses, des petites pauses de respiration, de recentrage, même 2 minutes sur une heure de cours en secondaire ou de démarrer une matinée et un après-midi au premier degré. Petit temps de pause, 2 minutes hyper salvatrice, 5 minutes si on le peut, juste pour leur permettre de se recentrer et voilà, de mettre un petit peu son cerveau au repos, sa respiration, de recalibrer un petit peu tout ça pour redémarrer. C'est marrant parce qu'au fur et à mesure, on n'en a pas discuté avant, on a construit la présentation évidemment ensemble, mais on n'en a pas discuté avant. L'histoire des pauses est vraiment fondamentale. Il y a des études, et là on est vraiment sur de l'étude scientifique, qui a montré, des études qui ont montré que sur 300 étudiants, donc un amphi de 300 personnes, on instaure une pause de 2 minutes. Alors après, c'est sûr que la taille de la pause est importante parce que si on fait une pause trop longue, on les perd. Oui, faut pas. Mais si on instaure des pauses de 2 minutes sur 20 minutes, une demi-heure, sur un laps de temps relativement long, et un amphi où effectivement il n'y a absolument aucune pause, sur la même tâche, il y a un delta de 30% d'efficacité dans l'amphi où il y aura eu des pauses. C'est quand même assez énorme, 30% d'efficacité supplémentaire. Et on le connaît bien, à un moment donné, quand on est la tête dans le guidon et qu'on a une tâche à effectuer, souvent on se dit « Ok, là, stop, de toute façon, je ne suis pas productif du tout, j'arrête tout, je vais faire une pause et je reviens. » Et quand on revient, parfois on a même trouvé la solution à ce à quoi on était en train de se casser la tête et de se taper la tête contre l'ordi. Et en tout cas, on est beaucoup plus productif. Donc, la pause est vraiment super importante. Deuxième importance de la pause, et tu le disais tout à l'heure, tu as dit le mot sommeil. Et au niveau du fonctionnement du cerveau, le sommeil est fondamental. Les phases de sommeil sont les phases où notre cerveau fait le tri des informations qu'il juge pertinentes et donc il va intégrer dans les différents systèmes de mémoire ou pas. Et c'est le ou pas qui est important. Alors, le ou pas, il va se traiter, effectivement, on reviendra tout à l'heure quand on va bosser sur les mémoires un petit peu, mais le ou pas est important parce que ce qui fait que notre cerveau juge une information pertinente à intégrer dans le système de mémoire, c'est la répétition. La répétition est fondamentale pour l'inscription d'une nouvelle connaissance ou d'une habitude dans une mémoire. On verra quels sont les types de mémoire. Et en plus de ça, je refais le lien avec le sommeil. Ces moments de tri se font dans les phases de sommeil paradoxal. Et ces phases de sommeil paradoxal arrivent dans n'importe quelle phase de sommeil, y compris au niveau des siestes. Donc, une petite sieste, je pense, entre autres dans le primaire, les siestes sont vraiment importantes. Et de dire à un moment donné… Alors, ça peut être des petites siestes, des micro-siestes, mais ça peut aussi être des vraies siestes. Et il y a effectivement une typologie de différents temps de sieste en fonction de ce qu'on recherche à développer chez les jeunes.
chez les apprenants. Et effectivement, c'est durant ces phases de sommeil paradoxal que notre cerveau trie. Et ce tri, il est parfois un petit peu parasité, si on prend nos ados, par tous les petits objets que l'on a dans les mains constamment durant la journée et parfois aussi durant la nuit, qui en fait nous coupent nos cycles de sommeil. Et on sait très bien que quand on est réveillé et qu'on se rendort, on ne se rendort pas là où on s'est réveillé dans le cycle, mais tout au point de départ. Donc, on a effectivement ces phases, ces zones de tri qui ne sont plus accessibles comme elles l'étaient quand on avait une nuit pleine, réparatrice. Nos anciens disaient une bonne nuit de sommeil, ça fait du bien. Ben oui, mais les neurosciences ne sont pas en train de nous dire ce qu'on faisait avant, c'était n'importe quoi. Elles sont en train de nous dire ce qu'on faisait avant. Il y a des choses qu'on pourrait faire de façon plus efficace, mais il y a plein de choses que l'on faisait avant instinctivement et qui sont maintenant montrées comme étant vraiment très efficaces par A plus B. Alors, pour finir, vous pouvez noter qu'il y a 5 choses fondamentales pour le bien-être physique, physiologique, cognitif d'un élève et de nos enfants. C'est bien bouger, bien dormir, bien boire, bien respirer et bien manger. Voilà, quand tout ça, c'est bien rempli et qu'on y veille, alors nous, évidemment, quand on est enseignant de l'autre côté, on ne peut pas veiller à tout. Par contre, on peut quand même contribuer à certaines choses. Voilà. Et puis aussi dans la transmission, évidemment, aux parents, si on voit que des enfants dorment debout, ou dorment sur leur table ou autre. Voilà, donc maintenant, on va passer à la tête. Je rebondis juste sur tous les éléments qui viennent d'être cités. On est clairement sur l'hygiène de vie. Oh oui. L'hygiène de vie est fondamentale pour le bon fonctionnement du cerveau. Point. Ouais. Vraiment, il n'y a pas à tortiller, entre guillemets. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et ça, c'est pareil, ça a été montré. Avant, nos grands-parents nous le disaient, et maintenant, en plus de ça, c'est appuyé par la science. Alors, on va effectivement parler de ça. Vous arrivez à le voir, ça? Vous arrivez à le lire? Non, ok. Ouais, c'est pas complètement anormal, c'est tellement grand, il y a tellement de choses. En fait, on l'a déjà un petit peu évoqué. Donc, ce sont les 4 piliers de l'apprentissage. Donc là, effectivement, je m'appuie sur Stanislas Dehaene. Donc, c'est l'extrait de son livre Apprendre, c'est l'avant-dernier de Stanislas Dehaene. Donc, les 4 piliers, l'attention, l'engagement actif, le retour sur l'erreur et la consolidation. L'attention, on va en parler juste après. L'engagement actif. C'est pareil, si vous avez un peu de temps, allez voir un peu ce que raconte Jean-Philippe Lachaud, donc, qui travaille sur l'attention, mais qui travaille aussi sur l'engagement actif. Et on a des images de cerveau engagés de façon active et de façon non active. Et les zones ne sont pas stimulées de la même façon, du tout. Ça nous est tous arrivé à un moment donné, quand on est en train de lire un livre, d'arriver en bas d'une page et de se dire « Ah, hop, c'est parti, j'y retourne parce que de toute façon, je ne me souviens plus de ce que j'ai lu. » Et ben, c'est juste parce que derrière, en fait, on n'avait pas cet engagement actif de je vais prendre le temps de comprendre ce que je suis en train de lire et d'associer la compréhension globale de mon paragraphe, de ma page. Et donc, on est arrivé tout en bas et puis on avait fait plein d'autres trucs dans la tête. Je ne sais pas, la liste des courses, il faut que je récupère les gamins ce soir, il ne faut pas que j'oublie de prendre mon train, etc., etc. Donc, l'engagement actif est vraiment très, très important. Et ce que disait Laetitia tout à l'heure, je rejoins complètement sur nous, comment est-ce qu'on va susciter cet engagement actif chez les élèves? On est vraiment par le fait de susciter la curiosité. La curiosité est un formidable moteur de l'apprentissage. Ensuite, vous avez le retour sur l'erreur. On en parlait juste avant. C'est marrant parce qu'elle a cité plusieurs fois les 4 piliers. Et là, on en retrouve 4 piliers. Donc, une fois de plus, on est sur les mêmes approches. C'est assez marrant. Donc, le retour sur l'erreur est vraiment super, super important. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas d'apprentissage sans erreur. Parce que si on ne se plante pas, il y a 2 possibilités. Soit on savait déjà, soit on a de la chance. Et voilà, c'est tout. Donc, à un moment donné, l'erreur est fondamentale. C'est le point de départ de tout apprentissage. Le retour sur l'erreur en tant qu'enseignant est vraiment quelque chose de très important à avoir à l'esprit parce qu'on est sur le regard qui est posé sur l'apprenant. Et ce retour sur erreur, il peut se faire de différentes façons. Il peut se faire évidemment avec une approche complètement positive où là, le retour sur erreur va être constructif. À l'inverse, si le retour sur erreur est malveillant, tous les marqueurs émotionnels dont on parlait tout à l'heure, toute la construction qui se fait va être déconstruite, voire détruite. Sachez quand même que, alors là, je prends juste une étude de M. Favre, qui a fait effectivement des recherches sur le feedback.
Un feedback positif chez les apprenants jeunes est très constructif. À l'inverse, un feedback négatif, lui, détruit. Seuls les adultes sont en mesure d'interpréter un feedback négatif comme un potentiel défi à surmonter. Les enfants, dont le préfrontal n'est pas encore développé, n'est pas arrivé à maturité, n'en sont pas encore capables. Donc, il faut vraiment l'avoir en tête, cette fameuse bienveillance. C'était une notion psychologique, philosophique, ce que vous mettez derrière. Mais là, maintenant, on peut dire qu'en plus, elle est scientifique. Parce que pour les enfants qui nous sont confiés, cette capacité à passer au-dessus et de prendre ce retour, ce feedback négatif comme un défi, c'est quelque chose qu'ils ne sont pas capables de faire. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que parfois, on se dit souvent « Ah tiens, je vais les piquer un peu, histoire de les faire réagir. » Ouais, mais attention, c'est vraiment un double tranchant, et en général, ça ne tranche pas du bon côté. Donc, il faut faire attention. Le dernier pilier, la consolidation, évidemment, vous avez juste le mot automatisé qui est au-dessus. On fait vraiment le lien avec les systèmes de mémoire. Mais on est aussi sur des choses qui permettent de libérer des ressources, entre autres des ressources attentionnelles, donc qui permettent de développer le premier pilier. Pourquoi? Parce que je vais encore prendre l'exemple des maths. Si on connaît nos tables de multiplication sur le bout des doigts, c'est-à-dire que ces tables de multiplication auront été intégrées dans notre mémoire procédurale. Et si je suis arrivé à ce niveau-là, c'est-à-dire que je vais pouvoir libérer mes ressources, entre autres mes ressources attentionnelles, qui vont me permettre d'accéder au sens de l'énoncé ou de ma tâche complexe. Et donc, je ne serai pas bloqué par un aspect technique, mais je vais pouvoir effectivement continuer ma tâche et poursuivre ma tâche et poursuivre ma réflexion pour mener à bien l'exercice qui m'est demandé. Donc, voilà un petit peu pour les 4 piliers. Alors, ça ne veut pas se balader. On va faire un petit test. Il n'y a pas besoin de son, je rassure les personnes qui sont dans la salle. On a eu un petit souci de son juste avant. Je vais vous demander, alors il y en a peut-être qui connaissent déjà, alors si vous connaissez, mais comme vous n'avez pas de micro, tout va bien, n'interagissez pas évidemment à ce moment-là. Voilà. Donc, je vais vous demander, en fait, vous allez voir 2 équipes. Une équipe avec des t-shirts blancs, une équipe avec des t-shirts noirs. Et je vais vous demander de comptabiliser le nombre de passes que va réaliser l'équipe avec les t-shirts blancs. Quel que soit le type de passe, ça peut être une passe à terre, ça peut être on donne juste la balle, ça peut être on envoie la balle, mais vous êtes vraiment sur la comptabilisation de la passe de l'équipe avec les t-shirts blancs. Est-ce que c'est OK pour tout le monde sur la consigne? The monkey business illusion. Count. Oh, pardon. Alors, The monkey business illusion. Est-ce que vous pouvez réactiver vos micros et me donner vos réponses? Vous avez comptabilisé combien de passes? 15. 15, OK. Qui dit mieux? 15 également. 15 également. 15 aussi. OK. Alors, merci Émilie, 16. Alors, effectivement, la bonne réponse, c'est 16, mais bravo Émilie. Mais alors, je suis désolé de vous décevoir, mais on s'en fiche complètement du nombre de passes. Est-ce que vous avez vu quelque chose d'autre sur la vidéo? Elle se passait le ballon entre les équipes. Les noirs passaient aux blancs, les blancs passaient aux noirs. Ah oui, ce sont des secrets coquins. Et quelqu'un d'autre a vu quelque chose? Il y a un singe qui passe, en fait. Il y a un singe qui passe en plein milieu. Alors moi, ce qui m'intéresserait, ce serait que est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas vu le singe? Il y a un gorille qui passe en plein milieu. Moi, je ne l'avais pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Ok. Ok, super. Ben, c'est bien parce que je suis content que mon expérience ait bien marché. Ce n'est pas la mienne, hein. Elle commence à être très connue. Oui, le singe, bien joué, Émilie. Vous pouvez passer par le chat aussi, hein, n'hésitez pas. Effectivement, alors pour les personnes qui n'ont pas vu le singe, il est là en plein milieu. Alors, je vous la remets un tout petit peu avant. C'est rigolo. Tac. Coucou. Voilà, il est là en plein milieu. Le gentil gorille. Et hop, il s'en va. Merci d'avoir joué. Hop là, pardon, décidément.
Je The pensais que monkey j'allais être un business tout petit peu illusion. spoilé par le titre de Monkey Business, mais Ah oui, Count how many times the je players l'avais wearing calé, white mais… pass the ball. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont vu autre chose aussi, tant qu'à faire? Si déjà, après, je vous expliquerai ce qui s'est passé dans votre cerveau par rapport au gorille, ou pas au gorille, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont vu autre chose? Non, personne? OK. Alors, il y avait combien de personnes au total dans l'équipe blanche? Il y avait 3 t-shirts blancs, on est d'accord? Dans l'équipe noire, il y avait combien de t-shirts noirs? Il me semble qu'il y en avait 3 aussi. Et si on regarde bien, là maintenant, par exemple, j'essaie juste de me caler sur une… voilà, vous avez 3 t-shirts blancs, tac, mais il n'y a plus que 2 t-shirts noirs. Donc, en plus de ça, il y a une personne qui s'est carapatée. Il y a encore une dernière chose à remarquer. Tout au début, vous aviez un fond qui était tout rouge. Et à l'arrivée, vous avez un fond, un rideau qui est tout jaune. Bon, voilà, ça, c'est le côté rigolo de l'attention. Et en fait, on en arrive à ça. Alors, je vais juste… ce n'est pas trop ce qui nous intéresse pour l'instant. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, par ma façon de vous donner l'information de ce que vous deviez faire, j'ai focalisé votre attention sur les passes de l'équipe blanche. Quand je fais ça, quand il y a d'autres choses qui se passent de la même façon, je vous ai rendu aveugle, potentiellement, pas pour tout le monde, mais pour une partie, je vous ai rendu aveugle à tout ce qui se passait d'autre que la passe de l'équipe blanche. Ça veut dire que quand un gamin en cours nous dit « eh bien, je n'ai pas vu », eh bien, rappelez-vous le gorille. C'est tout à fait possible. Ce n'est pas très gentil, ça. NVK, vas-y, prends le micro et dis-moi. C'est Mireille, donc c'est de la manipulation. Oui, tout à fait, c'est de la manipulation. Je suis d'accord avec vous. Ouais. En fait, avec la consigne que l'on donne, on focalise, en tout cas moi personnellement, je n'ai vu que le ballon. Eh oui. Je n'ai absolument pas vu les personnages, je n'ai absolument pas vu le singe. J'étais focalisée sur la passe. C'est exactement ça. Et en fait, ce qui est… Alors évidemment, là, il y a un côté jeu et il y a un côté, j'ai fait exprès et j'ai lourdement insisté. Mais il n'empêche que quand on dit des choses en cours, on pourrait très bien avoir de façon involontaire le même comportement et rendre les gamins aveugles à ce qu'au final, on veut vraiment leur montrer. C'est pour ça que c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on a un gamin qui nous dit bah, « je ne vois pas », rappelez-vous du gorille, en me disant bah, « tiens, ouais, effectivement, moi, je ne l'avais pas vu le gorille. La première fois que j'ai vu la vidéo, personnellement, je n'ai pas vu le gorille. » Et donc, c'est quelque chose qu'il faut garder effectivement à l'esprit. Alors, je vous passe le couplet de la sécurité routière. Le téléphone au volant, tout ça, le piéton qu'on n'a pas vu. Voilà, ce n'est pas juste un gorille sur un écran. Alors, en fait, ici, alors je sais que c'est un peu imbuvable, mais je tenais quand même à vous en parler parce que c'est important. Vous avez les 4 systèmes de l'attention. On a tous les mêmes et ils fonctionnent tous comme ça. Hors trouble de l'attention, je précise. Oui, il y a des systèmes qui sont plus pertinents que d'autres, qui sont activés de façon plus importante que d'autres, etc. Mais on ne va pas revenir sur les troubles de l'attention. Donc, je les prends dans l'ordre, entre guillemets, dans l'ordre de la carte. Donc, l'attention exécutive, traitement de l'information, c'est quelque chose qui est assez lent. C'est le système attentionnel qui nous permet de dire comment est-ce qu'on fait attention. Donc, ça se passe dans le cortex préfrontal, ce que je vous avais dit au début, donc la partie qui est en développement encore jusqu'à l'âge de 20-25 ans. Et effectivement, on a le côté entraînement moteur important. J'imagine que vous avez peut-être déjà vu des skieurs. En fait, avant un départ en Super G, ils sont dans leur bulle. Petite pub pour Jean-Philippe Lachaud, les petites bulles de l'attention. Ils sont dans leur bulle et ils refont leur piste, ils refont leur tracé et mentalement, ils se repassent vraiment leur course. Et en fait, notre cerveau va déclencher exactement les mêmes signaux au niveau musculaire que si on le faisait réellement. Cathy, tu as une question? Cathy, tu as levé la main. Cathy Sauvion, tu as une question? Bon, moi, Cathy Sauvion, il y a une question qui… Non, d'accord, mais tu as la main levée, c'est pour ça… c'est pas grave. Ensuite, on a effectivement… Enfin, il n'y a pas de ensuite, vous allez voir, il y a un petit truc après. On a un système qui s'appelle l'attention sélective. C'est exactement ce qui vient de se passer juste avant. Vous avez sélectionné les passes de l'équipe blanche.
Donc, ça nous donne un accès au système central. Il y a une certaine capacité limitée. C'est pour ça qu'au final, le gorille, il a été vu et il a été interprété. Votre cerveau l'a analysé. Il y a des études qui montrent qu'il n'y a aucun souci. Le gorille, il a été vu. Le signal visuel du gorille a été interprété. Mais comme il était non pertinent par rapport à ce que l'on s'était fixé à faire, à savoir compter le nombre de passes de l'équipe avec les t-shirts blancs, il n'est pas arrivé jusqu'au conscient. Parce qu'en fait, on a, ce qui est écrit là, un goulot d'étranglement. Et c'est notre système attentionnel qui va gérer ce goulot d'étranglement, qui va laisser passer les informations qui sont pertinentes par rapport à la tâche que l'on s'est fixé à faire et qui va bloquer les autres. Donc, c'est pour ça que j'aime bien dire que la concentration, c'est la somme d'une attention et d'une intention. Je reprends des termes aussi de Jean-Philippe Lachaud, encore et toujours, parce que j'ai la chance de travailler avec lui sur Atoll. Si on n'a pas cette intention, on a beau être attentif, il ne se passera rien. Je prends souvent l'exemple avec des élèves, je leur dis, regardez par la fenêtre, et puis je vous dis, venez, on va sortir, on va chercher. Mais si je rajoute pas ce que l'on va chercher, on a beau aller chercher tout ce qu'on peut, si on ne sait pas ce qu'on cherche, on va chercher très très longtemps. Donc, on a ce fameux goulot d'étranglement. Et un truc sympa, ça c'est pour nous, ça nous fait toujours du bien. Cette attention sélective, elle a une importance, elle est encore surstimulée lors de la présence d'un tuteur humain. Donc, c'est sympa, c'est-à-dire que l'enseignement ne sera pas, l'avenir de l'enseignement n'est pas un avenir distanciel numérique. L'avenir de l'enseignement, c'est vraiment du tutorat et du tutorat humain. C'est-à-dire que derrière, en fait, on parlait coopération tout à l'heure. On peut très bien imaginer un tutorat enseignant-élève, mais on peut très bien imaginer un tutorat de pair à pair, élève-élève ou enseignant-enseignant. Donc, ce tutorat est vraiment super important et ce tutorat humain. C'est-à-dire que là, on est en train de voir apparaître tout doucement des robots dans les classes en disant tiens, si le gamin il est à la maison, on va lui faire une petite visio, on va le mettre à sa place, donc il aura la même vision, etc. Et voilà, de ce que j'en ai entendu parler jusque-là, si on se focalise effectivement sur l'approche attention, c'est pas l'extase. C'est mieux que de ne pas être en cours, mais on remplace pas effectivement l'enseignant. Ensuite, on a effectivement un système d'alerte et de vigilance. C'est vraiment quand faire attention. Ce système d'alerte et de vigilance est branché tout le temps, quand on est éveillé, quand on dort. Donc, c'est marrant parce que j'ai un enseignant qui m'a dit tout récemment en formation, il m'a dit « c'est-à-dire que quand ma femme me dit qu'elle n'a pas entendu cette nuit le bébé qui pleurait et que c'est moi qui me suis levé, c'est pas vrai en fait. C'est-à-dire que son cerveau l'a bien analysé, mais son cerveau a dit « t'inquiète pas, il y a ton mari qui va se lever, donc tu peux rester couché ». Je lui dis « écoute, c'est une façon d'interpréter les choses. » Et évidemment, on fait des grands signes, c'est aussi valable dans l'autre sens. Donc voilà, après on a un système d'orientation qui permet de dire à quoi faire attention en fait. C'est vraiment celui qui va être amplificateur. Vous avez ici le mot amplificateur et cécité attentionnelle. Là, on est clairement sur le gorille de juste avant. J'ai orienté votre attention sur les passes de l'équipe blanche, autrement dit tout ce qui était stimuli entre guillemets de couleur noire, poubelle. Alors maintenant, en fait, je vais vous demander de faire un petit truc. Vous avez donc ce système attentionnel qui est découpé en quatre sous-systèmes. La question que je vais vous poser, c'est en flashant le QR code qui vient juste après, de me ranger ça par ordre chronologique, parce que le système attentionnel fonctionne toujours dans le même ordre. Je vous laisse jouer. Donc là, en fait, je devrais avoir des téléphones sur les écrans qui se mettent devant, un truc comme ça, là, tac. Alors, je vais essayer de récupérer mes résultats. Ce serait pas mal. Hop. Ah bah, oui, ça se... Sur quoi? Sur Google? Non, c'est sur Mentimeter. On l'a fait avant, mais c'est pas grave. La réponse, elle est après. Je voulais faire apparaître... tant pis, ça veut pas. Non, il veut pas. Je voulais faire apparaître les résultats en direct. Tant pis, tant pis. Enfin, en tout cas, vous avez le sondage quand même qui devrait s'afficher sur vos téléphones. Rassurez-moi, ça marche? Ouais, ok, d'accord. Bon. Donc, vous avez déjà... On aurait dû voir les résultats s'afficher en live. Ça ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi.
Sinon, je vais faire ça. Je vais juste rapidement. Je vais la mettre en bas. Non, bah, tant pis. J'ai pas le. Non, il veut pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Hop, je vais remonter ça. Est-ce que vous pourriez me donner juste une idée ou deux de ce que vous avez mis en premier? Qu'est-ce que vous metteriez en premier? Réactivez vos micros. L'alerte et la vigilance. L'alerte et la vigilance. Très bien. En deuxième. Lâchez-vous. Hein. Au pire, c'est faux. C'est rien de grave. Hein. Oups. C'est ça quand on joue avec le clavier. On a tout vu. Bah, si tu as tout vu, dis-nous alors ce qu'il y a en deuxième. J'ai pas Non, mais... fait. Alors, on va y aller. Donc, la deuxième, c'est l'orientation. La troisième, c'est la sélection. Et la quatrième, c'est l'exécution. J'ai souvent l'habitude de mimer l'homme des cavernes. Ça me va bien. Hein. Vous n'avez pas encore vu de vous, mais ça correspond assez. Il n'y a juste pas assez de cheveux, mais sinon, le reste, ça correspond. Si on a 5 minutes à la fin. Si on a 5 minutes, je pourrais vous faire ça. Mais en fait, on est toujours en alerte et en vigilance. Okay, ensuite, on s'oriente. Imaginez que quelqu'un rentre dans la pièce dans laquelle vous êtes. Votre corps va s'orienter vers la porte ou vers ce qui s'est passé par la fenêtre. Ensuite, on a une sélection. C'est-à-dire que notre cerveau va sélectionner l'information. Est-ce que c'est pertinent par rapport à ce que je fais? Oui, non. Oui, j'en prends connaissance et je reste sur cette information-là. Non, je reviens à ce que je me suis fixé de faire. Dernière phase, l'exécution. Si, par exemple, il y a un pigeon qui passe à côté de la fenêtre, ben, forcément, je vais me tourner, je vais regarder. On a tous connu ça quand il neige. Oh, il neige! Hop là, tout le monde qui regarde. C'est classique. Mais au niveau de l'exécution, on peut rester sur la neige qui tombe. C'est très joli. Ou on peut revenir sur la tâche qu'on s'était fixé à faire. Je me suis fixé à faire cette présentation, je reviens là et je ne vais pas rester bloqué sur le pigeon qui est sur le toit juste à côté. Donc, voilà comment se déroule le système attentionnel chez tout le monde, sans exception. Ça, c'est pour toi. Alors, un petit mot en gestion mentale, puisque en orthopédagogie, c'est la gestion mentale selon Antoine de la Garandrie. Je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a 5 gestes mentaux, l'attention étant le premier geste mental et l'attention est toujours au service des autres gestes. On retrouve la mémorisation, la compréhension, la réflexion et l'imagination créatrice. Mais un petit mot sur l'attention en gestion mentale. Donc, être attentif en gestion mentale, c'est faire exister dans sa tête, faire exister ce que l'on perçoit avec nos 5 sens, ce qu'on appelle l'activité perceptive. Si on considère qu'un enfant ne fait pas vivre et ne fait pas exister dans sa tête, et en gestion mentale, on va parler d'évocation, peut-être que je peux vous montrer ceci, voilà. On considère que l'attention n'y est pas. Alors, cet itinéraire mental, il est intéressant et complémentaire des neurosciences. Tout à l'heure, Laurent il vous a parlé d'intention. L'intention, nous, on va parler de projet. Vous voyez à gauche, là, c'est le démarrage. En fait, effectivement, se mettre en projet, Antoine de la Garandrie, il disait que c'était mettre son cerveau sur des rails. Sans projet, finalement, pas d'activité mentale. Ça, en tout cas, c'est un concept de base en gestion mentale. Donc, une fois qu'on est en projet, qu'on est dans cette intention de faire quelque chose, on va rentrer en perception. La perception, c'est prendre connaissance de quelque chose par le biais de la vision, par le toucher, par le goût, par l'auditif. On rentre en contact avec quelque chose. Notre support d'apprentissage est un outil de perception. Et ensuite, il va se produire quelque chose dans le cerveau. Et on va passer en gestion mentale à l'évocation. L'évocation, alors, elle est... Je ne veux pas la présenter de façon caricaturale et justement, c'est les 2 petits pourcents dont on vous parlait tout à l'heure. La fameuse palette évocative que vous voyez en haut à droite d'Antoine de la Garandrie, elle ne se limite pas mais elle contient quand même le comment on apprend. Vous avez tous entendu parler du verbal, kinesthésique, visuel, par le ressenti, auditif, etc. Alors évidemment, ça ne se limite absolument pas à ça et encore plus, ça n'a pas été prouvé par les neurosciences que des personnes pouvaient être verbales et auditives. Pour l'instant, ça n'a pas été prouvé. Pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas. Pour l'instant, il n'y a effectivement pas grand-chose qui est sorti là-dessus. Il y a plutôt des choses qui sont sorties en disant que ça n'avait pas un impact incroyable sur les apprentissages, mais voilà. On verra.
En fait, l'idée, c'est que c'est quand même bien de poser des mots sur tous les possibles du cerveau. Néanmoins, ça ne s'arrête pas à ça. Alors, la palette évocative, vous voyez le quoi, donc c'est qu'est-ce qu'on évoque. Alors, on parle de paramètres en gestion mentale, le vécu, l'inédit, créer des liens logiques, créer des liens inédits, etc. Bon, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais j'essaye d'en faire une synthèse. Dans quel cadre? C'est le lieu de sens chez les gens. Donc, est-ce qu'on est plutôt dans le spatial, la temporalité ou dans le ressenti? Et puis, le qui, c'est comment on évoque à la première personne ou à la troisième personne. Mais de là, ça, c'est la base. C'est vraiment la base de l'étude en gestion mentale. Parce qu'après, on a tellement de façons d'évoquer et de travailler dans notre cerveau qu'on a de cerveaux dans le monde. Voilà, donc, il y a 7,5 milliards de façons d'évoquer dans le monde. Donc, chaque fonctionnement cognitif est unique. Et c'est ça qui fait toute la complexité de l'apprentissage et qui fait aussi toute la richesse des neurosciences et de la gestion mentale. Alors, on considère, nous, que l'attention en gestion mentale, lorsqu'elle est efficace, on considère qu'elle doit être stable, fiable et complète, ce qui nous mène ensuite à la capacité de production. Donc, Antoine de La Garandrie disait qu'être attentif, c'est faire entrer le monde en nous. Et en ça, je rejoins complètement cette phase chronologique des neurosciences de l'alerte vigilance à l'exécution. Voilà, mais on a juste une façon un peu différente de le présenter et puis de l'aborder, et on n'a pas le même vocabulaire. Néanmoins, on se rejoint beaucoup. Alors, on va faire un test son. On va voir si ça fonctionne. Avant, ça marchait. Voilà. Dites-moi si vous entendez. Il y a quelques années, Albert Jacquard, vous étiez venu parler à une classe d'école primaire et il y a une petite fille qui vous avait demandé « Monsieur, je voudrais devenir intelligente comme vous, comment faire ?» Qu'est-ce que vous lui avez répondu? C'était d'autant plus merveilleux que c'était une classe de SES, une classe pour les enfants qui sont réputés ne pas être doués. Alors je lui ai dit « Ta question est merveilleusement bien posée, tu fais preuve d'intelligence. Maintenant, comment devenir intelligent? Je ne sais pas trop, je sais comment devenir idiot. Pour devenir idiot, tu n'as qu'à acheter une bonne provision de bonbons et t'installer devant la télé. C'est pas ici que je devrais dire ça. Mais en fait, au fond, pour devenir idiot, il suffit d'être passif. On revient sur le deuxième pilier de l'apprentissage. Ok, l'engagement. Donc, si on est passif, il y a une image que j'aime beaucoup aussi. Le cerveau est le seul organe qui s'use quand on ne s'en sert pas. Et on revient au projet. Pour peu à peu fabriquer son intelligence, il suffit, c'est toujours vrai, de faire fonctionner son cerveau. Il faut bien voir que ce cerveau est un outil extraordinaire. Les nombres sont tellement grands qu'on n'arrive pas à les imaginer, mais dans le cerveau d'un bébé qui naît, il y a de l'ordre de 100 milliards de petites cellules. On appelle ça des neurones. Et puis peu à peu, après la naissance, chacune de ces cellules envoie des protubérances vers les petits voisins. Et au total, arrive à la puberté, 10 000 connexions par neurone, 1 million de milliards de connexions. C'est fabuleux ce qu'il y a dans le cerveau d'un enfant de 15 ans. Et une des façons de se rendre compte à quel point c'est un nombre énorme, c'est de diviser le nombre des connexions qu'il y a dans un cerveau de 15 ans par le nombre des secondes vécues par cet enfant. C'est 400 millions de secondes. Et le résultat, c'est qu'à chaque seconde depuis sa naissance, il a mis en place 2,5 millions de connexions. Bon, bah ça calme, je crois. Je peux vous assurer que, en fait, moi, j'ai l'habitude de présenter cette vidéo-là. Je la présente à mes élèves en début d'année pour leur expliquer ce qui se passe dans leur cerveau. Et la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, 2,5 millions par seconde entre 0 et 15 ans. Et ben, quand j'accueille mes secondes en début d'année, je peux vous assurer que je les vois différemment. Je comprends qu'ils soient fatigués à la fin de la journée. Ouais. Et c'est super important d'avoir aussi ces petites données en tête. Après, il y a encore d'autres choses, on va encore passer un tout petit peu et puis je vous laisserai regarder la fin de la vidéo après. Eh bien, je vous assure que ça a quelque chose d'effarant de penser qu'un enfant qui m'écoute, à cause de la façon dont il m'écoute, à cause de ce que je dis, eh bien, il y a des connexions qui se mettent en place, qui ne se seraient pas mises en place de la même façon si je n'avais pas été là. Donc, je suis responsable de la construction de son outil intellectuel. Mais il y a quand même des enfants, des êtres humains surtout, qui sont plus intelligents que d'autres, non ?
Bon, alors je reprends juste, j'ai mis un quart d'heure à faire pause. On est responsable de la construction de leur outil intellectuel. C'est important. On revient sur la bienveillance, on revient sur le regard, on revient sur tout ça. On revient sur le gorille. Si je vous avais dit les choses différemment, je vous aurais dit faites attention à un truc qui va se passer. Forcément, les choses se seraient passées différemment. Donc, il y a vraiment cette responsabilité au niveau de la construction de l'intelligence des personnes que l'on côtoie. Ce n'est pas forcément qu'au niveau des élèves. Dès qu'on a un échange, on participe à la modifiabilité de la structure du cerveau de la personne avec qui on discute. Ça ne veut rien dire du tout. Je vous assure que c'est une phrase, ce n'est pas par démagogie. Je ne suis pas plus intelligent qu'Einstein, ni moins intelligent, parce que cette comparaison n'a pas de sens. Bien sûr que mon intelligence n'est pas celle d'Einstein, parce que lui, il a été capable de trouver des choses que je n'ai jamais trouvées. Bien sûr, mais quelle était la caractéristique de cet homme qu'on présente comme très intelligent? C'était pas d'avoir une activité intellectuelle plus vive, mais c'était d'avoir une horreur du sentiment de ne pas comprendre. Quand il ne comprenait pas, il comprenait qu'il n'avait pas compris, et il n'aimait pas ça, alors il s'arrangeait pour finir par comprendre. Quelquefois, c'était très long. Et par conséquent, la vraie forme de l'intelligence, c'est de comprendre qu'on n'a pas encore compris, et de faire le nécessaire pour comprendre quand même. Ça peut être un morceau de définition de l'intelligence. Ah, c'est pas ce que je voulais faire, c'était ça que je voulais faire. Alors, on va partir sur un autre pilier, effectivement, et on va évoquer les mémoires rapidement. Donc voilà, vous avez, hop, je vais juste sortir pour faire un petit zoom, vous avez effectivement les 5 systèmes de mémoire. Alors, il y en a qui vont forcément, enfin qui vous parlent, hein. La mémoire procédurale qui est là-haut, l'exemple classique, c'est le vélo, hein. Effectivement, ça s'acquiert par la répétition et on a besoin de peu d'énergie. Forcément, c'est procédural. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on a effectivement cette répétition, on peut allouer des capacités attentionnelles, entre autres, à une autre tâche parce qu'il y a quelque chose qui est automatisé. Vous avez la sémantique, tout ce qui est mémoire des mots, conscience du monde, connaissance. Je vous le passe assez rapidement, de toute façon, vous aurez accès à ça. La mémoire de travail, qui est une mémoire à court terme, un empan est limité, on ne peut pas retenir indéfiniment des choses en mémoire de travail. Si je prends l'exemple d'un numéro de téléphone, alors il fut un temps, on les apprenait. Maintenant, on a un téléphone pour les mettre dedans, mais on va retenir un numéro de téléphone. On va avoir du mal à en retenir 3-4 simultanément. Très sensible aux interférences. C'est-à-dire que quand on s'est fixé une tâche à faire et que effectivement on a des choses qui sont en mémoire, et ben si on a des interférences, et ben on peut perdre effectivement sans aucun problème ce à quoi on s'est fixé à faire. Le reste, épisodique, événement personnel. Okay, que faisiez-vous le 11 septembre 2001? On s'en rappelle à peu près comme si c'était hier, pour ceux qui l'ont vécu. Par contre, cette mémoire épisodique n'existe que si on a une conscience de soi. C'est pour ça que la mémoire des enfants, des jeunes enfants, n'est pas ultra développée. Et les mémoires perceptives, tout ce qui est mémoire sensorielle. La caractéristique principale de cette mémoire-là, c'est le côté vraiment très, très éphémère. Vous n'aviez pas conscience juste avant de votre pantalon qui frotte sur votre mollet. Ou du bruit en fait qu'il y a dans la salle dans laquelle vous êtes, je ne sais pas, un ventilateur de quelque chose, une montre qui fait tic-tac, des choses comme ça. Donc, on a vraiment quelque chose qui est très éphémère parce que c'est oublié très, très vite, sauf si, je prends l'exemple classique, on s'est coupé effectivement à un doigt et on se dit « Ah là, j'arrête pas de me cogner ». On ne se cogne pas plus qu'avant, sauf que comme ça nous fait mal, on en prend conscience. Donc, on est vraiment là-dessus. Alors là, on a aussi les 2 petits pourcents. Nous, en gestion mentale, on considère qu'il y a des personnes qui pourraient apprendre par le ressenti. C'est quelque chose qui est très spécial, mais j'ai rencontré quelqu'un dans cette situation-là et je peux vous assurer que ça rend une mémorisation très originale et extraordinaire. Et surtout, on se souvient tous de moments et de souvenirs de notre vie. On se souvient d'odeurs, on se souvient de choses qu'on a touchées et même de ressentis. Parfois, on est même capable de se souvenir de quelque chose par le ressenti. Et voilà, nous, on est en gestion mentale, on a cette notion qui est pas si éphémère que ça, mais après, peut-être que ça
ça ne correspond pas à tous les profils, encore une fois. Peut-être que certaines personnes n'en sont pas capables ou ça ne vient pas à eux, tout simplement. Et peut-être que pour d'autres, oui. Alors, c'est marrant parce que là, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je sais. Parce que, non, mais justement, en fait, tu vas être surprise par ce que je vais dire. Je ne suis pas d'accord parce que pour moi, ça ne fait pas partie des 2%. Parce que ce que tu viens de décrire, on est par exemple dans la Madeleine de Proust. Et en fait, la perception est alliée pour faire de l'épisodique. Et ça rentre dans l'épisodique après. Ah, d'accord. Et en fait, on est encore d'accord finalement. Donc, ça ne fait pas partie des 2%. Donc, la perceptive, elle est effectivement très éphémère, mais ce n'est pas parce qu'elle est éphémère qu'elle ne peut pas s'inscrire dans un autre système de mémoire. Et la Madeleine de Proust, c'est clairement l'épisodique. Okay, donc là, évidemment, oui, le 11 septembre, c'est de l'épisodique aussi. Donc, on est vraiment dans ces choses-là. Donc, oui, évidemment, on peut ressentir le fait que la mémoire perceptive soit éphémère n'empêche pas que ça s'inscrive après dans d'autres systèmes de mémoire. Donc, finalement, on va arriver à 1% à l'arrivée. Alors, je ne vais pas vous présenter le QR code parce que j'ai compris que ça ne marchait pas. C'est vraiment dommage parce que je m'étais bien amusé avec. Et ça marchait tout à l'heure. Alors, en fait, parmi les 5 systèmes de mémoire que vous avez là, il y en a une qui est centrale. Il y en a une qui va piocher dans les autres pour effectivement faire ce que l'on a à faire au quotidien. Alors, autrement dit, c'est ça l'idée. Voilà, je vais vous la faire comme ça, c'est quand même plus joli. Voilà, donc il y en a une centrale. Donc, j'aimerais bien, si vous y avez accès, c'est le top, que vous fléchiez ce petit QR code et que vous regardiez, parce que je vous ai évidemment mis les 5 choix possibles, et que vous votiez selon vous en fonction de la mémoire qui, pour vous, est centrale. Alors, je vais essayer quand même, je ne perds pas espoir. Hein. Attends, tu t'as enlevé le QR code par contre. Vous l'aviez, le QR code? Peut-être pas assez longtemps. Ok. Ah, très beau l'iPhone 12 bleu. J'ai le même. Ah, on l'a, youpi! Ouais. Ah, ça y est, on en aura au moins eu un. Au moins un. Yes. Bon, il y a une personne qui a voté, les 17 autres, vous êtes en train de dormir ou quoi? Ah, ok, donc il y en a. Ok, super. Ok, super. Voilà. Ça apparaît. Ça apparaît tout doucement. Ok, mémoire de travail. Ça réajuste au fur et à mesure. Pardon? Mais ils voient le résultat du coup. Bah oui, mais personne ne sait. Oui, il y a une influence, mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Oui, c'est le défaut. C'est un biais. Absolument, c'est un biais. C'est un biais. Quand on voit apparaître, on se dit, ah bah tiens, la mémoire sensorielle, elle est tac. Ou alors, ouais, le petit procédural. C'est comme quand on dit aux gamins, quand on fait une tâche, on leur dit, levez la main quand vous avez fini. Il n'y a pas pire que ça, parce que si on dit levez la main quand vous avez fini, ceux qui n'ont pas levé la main, ils vont se sentir inférieurs et ça va encore plus ralentir. Et on revient sur… C'est magique de voir en direct. Et la technologie. Ouais, c'est la magie du direct, hein, à vous Cognac G. Ça, c'est pour les plus anciens. Mais les autres aussi, en fait, on aurait dû voir ça, mais je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas marché. C'est Internet. Voilà. Bien, donc vous avez, vous votez, ouais, mais il y a de la mémoire sensorielle qui arrive en tête avec une mémoire de travail et une sémantique après, et une épisodique et une procédurale avec un seul vote. Alors, la réponse, c'est la mémoire de travail qui est centrale. Ok, c'est elle effectivement qui va aller piocher dans les 4 autres pour effectivement effectuer la tâche, le travail que l'on s'est fixé à faire. Cette mémoire de travail, je disais tout à l'heure qu'elle avait un critère qui était important, c'était l'empamnésique, le nombre d'informations que l'on peut retenir simultanément pour effectuer une tâche. La moyenne, c'est de 7. C'est une moyenne statistique, hein. Ça peut aller de 3 à 10, on va dire, ou de 11 ou à 12, en fonction des personnes. Mais imaginez une longue table sur laquelle vous mettez 7 boîtes. Imaginons que je souhaite rentrer une 8e boîte sur cette table. À un moment donné, la première boîte qui était au bout de ma table, là-bas, plouf, elle est tombée. Sauf qu'il faut bien savoir qu'il y a des boîtes qui sont plus ou moins fixées sur cette table-là. Et les gamins, quand ils arrivent en cours, il peut s'être passé plein d'autres choses dans leur vie extrascolaire. Et il y a des boîtes qui sont déjà remplies et il y a des boîtes qui sont sacrément lourdes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on revient sur la bienveillance évoquée tout à l'heure. Il faut aussi prendre ça en compte. Et le vécu émotionnel, et évidemment, tout ce qui est en lien avec ces thématiques-là, il faut aussi le prendre en compte. Parce que ça pollue, c'est peut-être pas le mot, ça encombre la mémoire de travail. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont moins disponibles, ils ont moins de capacité de mémoire de travail pour intégrer les choses qu'ils vont devoir manipuler pour effectuer la tâche que l'on leur demande. Pas beaucoup, je vais faire vite.
Alors, The Monkey Business il y a une Illusion. vidéo qui route. Alors, en gestion mentale, on Count n'est how pas many tant dans la times the players définition wearing des white mémoires, pass mais the on est ball. plus dans comment on mémorise, donc sur l'outil de la mémorisation. Alors, il y a 4 étapes. Je vais essayer d'être très rapide parce qu'on a dépassé le temps. Oui, pour les questions, pour vous laisser un petit temps pour les questions. Alors, en gestion mentale, on a 4 étapes. Donc, la première, vous l'avez compris, on va pas trop revenir dessus, c'est le projet. Alors, il y a à la fois le projet, mais pour la mémorisation, il y a le projet d'imaginaire d'avenir qui est fondamental. C'est l'ouverture vers le futur, ce pourquoi j'apprends. Incontournable pour le geste de mémorisation. Ensuite, on rentre dans l'encodage, c'est l'évocation dont on a parlé tout à l'heure, les allers-retours entre perception et évocation, l'attention en fait, et qui nous emmène ensuite sur l'ancrage, donc le moment où on fait des liens, on se questionne, on structure, on organise, on peut même transformer ce qu'on est en train de lire ou d'entendre, etc. Donc, c'est le moment où, en fait, où on va installer l'apprentissage. Et ensuite, ça rejoint aussi ce que Laurent vous disait en tout début de conférence, c'est la réactivation. Il a dit le mot répétition. Nous, on parle de réactivation. La réactivation, il y a des règles vraiment fondamentales en gestion mentale. C'est au moins 5 jusqu'à la production et sans support. Vous avez certainement déjà entendu parler de la courbe d'Ebbinghaus, qui est la courbe de l'oubli. Sans réactivation, donc sans répétition en neurosciences, eh bien, ça tombe dans l'oubli. Donc, cette réactivation est nécessaire et en fonction du délai de la production, eh bien, on s'organise pour réactiver au moins 5 fois. Et nous, en gestion mentale, on insiste beaucoup sans le support. Si on réactive sur le support, le cerveau ne se met pas du tout… Oui. C'est un exercice de lecture. Ce n'est pas un exercice de Exactement. réactivation, c'est un support. Voilà, c'est un support de lecture. Donc, on entraîne la lecture, The et on monkey n'entraîne pas la business réactivation, et on n'entraîne pas le fait que ça Count how s'ancre en many mémoire. times the players Alors, wearing vous voyez, dans white les pass the ball. obstacles, oui. J'ai 2 choses en Il y même a- temps, il y je a ne un petit comprends pas personnage pourquoi. en anglais. Mais oui, mais… Dans les obstacles, il y a un imaginaire d'avenir négatif, pas de réactivation, donc on oublie cette réactivation-là. Réactivation en perception, donc c'est-à-dire avec le support, et s'autoriser à apprendre à sa façon. Et apprendre à sa façon, ça m'emmène sur les outils de pensée visuelle, qui en pédagogie positive, évidemment, sont très utilisés. Le mind mapping, la carte mentale, le sketchnoting, la carte à bulles aussi peut être utilisée. Et puis, on est aussi beaucoup sur le questionnement ouvert en pédagogie positive. Le CQQ, c'est occupé, moyen mémotechnique, de se souvenir de comment faire le tour d'une question et qui peut être aussi un très bon outil de réactivation pour les enfants lorsqu'ils font revenir les leçons apprises par le comment, quoi, c'est quoi, qui, combien, où, quand, pourquoi et pourquoi, évidemment avec toutes les déclinaisons que chaque question entraîne derrière. Et là, on réactive vraiment tous les sens qui ont été activés lors de l'apprentissage, et c'est comme ça qu'on favorise et qu'on ancre vraiment les apprentissages dans nos mémoires. Il est 20, vous avez 10 minutes. Un immense merci pour ce partage d'1h20 avec toute cette nourriture que vous avez pu nous donner. Je pense que ça va être riche et à réécouter au moins 5 fois, ça c'est une certitude. On a bien compris la complexité, la plasticité, l'importance de l'attention. En tout cas, dans tout ce qu'on a entendu, je pense qu'on pourra aller puiser et repuiser avec le CQQC occupé. On y reviendra. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est en effet de pouvoir poser quelques questions, peut-être des précisions, des questions peut-être qui ont attrait aux pratiques de classe et de Laurent et de Laetitia, parce que c'est bien beau de présenter ça, mais comment ça se passe en classe, ça aussi c'est intéressant de les vivre. Donc n'hésitez pas, soit vous levez la main, soit vous mettez dans le chat, mais vous décochez votre micro, vous prenez la parole, c'est à vous. Toujours super dur pour le premier de se lancer. Ouais, lâchez-vous. Alors, on est détendu. Oui, alors nous, on est totalement détendu et on est entre pairs. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Moi, je veux bien prendre la parole. C'est parti. Vas-y, Claire. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette formation. En plus, vous avez tellement de choses en si peu de temps. Super riche. Enfin, j'ai un… Ça ressemble à n'importe quoi. Il y a des bulles, il y a des visuels là. Et voilà, c'est vraiment… merci beaucoup. En plus, ça me parle beaucoup personnellement.
Je trouve qu'en plus, à ce stade de l'année, ça nous fait sortir un peu la tête du guidon et à se re-questionner, même si, bon, perso, je pense que je le fais assez souvent, mais quand même, pas assez. Et donc, du coup, à se repositionner même par rapport au regard qu'on porte sur les élèves. En plus qu'on croit connaître à ce stade de l'année, c'est super intéressant de se dire que voilà, ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu avec eux jusqu'à présent, ne pas hésiter à, voilà, à effacer un petit peu tout ce qu'on sait d'eux pour comment dire, renouveler et partir sur un nouveau départ. Et je pense à des élèves en grande difficulté. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans vos propos, c'est rester ambitieux pour chacun. Enfin, c'est ce que j'ai écrit en tout cas, être ambitieux pour chacun, même pour ceux qui ont des grosses difficultés. On a souvent tendance à adapter un peu vers le bas et du coup, essayer vraiment à chaque fois de trouver le chemin pour chacun. Quel est le chemin de chacun et qui pourrait le faire progresser. Donc voilà, ça m'a beaucoup parlé. Je ne vais pas parler pendant longtemps parce qu'en fait, je pourrais encore en parler pendant 1 heure tellement ça m'a intéressée. J'avais juste une question parce que même si vous avez réexpliqué, moi, je n'ai pas compris, ou peut-être que j'ai été déconnectée à ce moment-là, c'était réactiver 5 fois sans support. Oui. Et sans support, du coup, alors, ce qu'on appelle le support, c'est le support d'apprentissage. Donc, du coup, le cahier, par exemple, s'il révise une leçon grammaticale sur son cahier de français, donc il va passer par, alors en gestion mentale, nous on parle d'encodage et d'ancrage sur ce temps d'apprentissage. Donc, il va apprendre avec sa façon à lui d'apprendre, en s'autorisant toutes les façons d'apprendre, parce que malheureusement, aujourd'hui, on constate que beaucoup d'enfants apprennent comme papa et maman leur dit d'apprendre. Donc là, ça donne des dégâts parfois. Donc, il faut que l'enfant déjà se sente libre et s'autorise d'apprendre de la façon dont il veut. Réactiver, ça veut dire qu'il n'a plus la leçon sous les yeux. Il quitte le support. En fait, l'idée, c'est de l'avoir quand même pas trop loin. Alors, l'enfant peut marcher en réactivant. D'ailleurs, plus on marche, mieux on fixe les apprentissages. Enfin, plus on bouge, on fixe les apprentissages. Et puis, l'idée, c'est de réactiver. Donc, il y a des enfants qui vont se réciter la leçon. Il y en a qui vont y répondre. Et parfois, il va se dire « Ah, il me manque quelque chose ». Et là, à ce moment-là, il ira sur le support. L'idée, c'est de retenir que l'enfant va sur le support pour vérifier, modifier et compléter. C'est tout. Il retourne sur le support uniquement pour ces 3 choses-là. Sinon, il quitte le support dans le processus. Et l'idée, donc, c'est de s'y prendre suffisamment l'ancrage de la leçon et la production, c'est-à-dire le jour du contrôle, il y ait au moins 5 fois possible de réactiver avec 1 nuit d'intervalle entre chaque. Donc, 5 jours, en somme. Je suis en train de chercher sur mon téléphone une photo de quelque chose que je trouve assez chouette. Et ça rejoint, mais je ne mets pas la main dessus, donc je vais essayer de vous faire un petit dessin. En fait, ce qui est chouette, c'est que si on prend une feuille A4, et il y en a une qui va arriver, une feuille A4. Si on prend une feuille A4, on peut la découper effectivement. Et en fonction de ça, on va pouvoir faire cette fameuse réactivation. Et super, merci beaucoup. Alors, comment on va faire? Donc, je vais le faire comme ça. Tac. Alors, je le fais vraiment de tête de cours. Tac. Je ne sais plus exactement, mais c'est un truc comme ça. Réactivation 1. Résumé. Oui, vas-y, fais une question et puis moi je reviens sur la réactivation. Alors, elle est où la question? Oui, mais comment cela s'applique pour retravailler des exercices? Alors, les exercices, alors c'est un petit peu différent puisqu'on n'est pas dans l'apprentissage, on est dans l'entraînement. L'exercice, il faut le refaire. Il faut le refaire, donc la répétition et réactivation va être la possibilité de refaire l'exercice déjà fait en classe et puis après d'en trouver d'autres parce que
dans l'outil de mémorisation, gestion mentale, notamment dans le projet d'imaginaire d'avenir, la première phase de la mémorisation en gestion mentale, on en préconise au moins 3. Et ça veut dire avoir au moins 3 projets, ça veut dire aussi se projeter sur, tiens, sur quoi on peut m'interroger. Et pour les exercices, c'est tiens, quel type d'exercice je peux avoir le jour du contrôle. Et auquel cas, on en cherche d'autres, alors soit sur des bouquins extrascolaires, soit sur Internet, soit dans le manuel, et on en fait d'autres et on répète. Par contre, il faut que ce soit des exercices plus ou moins similaires ou parfois un peu différents dans la présentation, mais dont le fond reste identique. Et pareil, on réactive de la même façon, avec pourquoi pas, donc en premier lieu, le même exercice, et ensuite, on varie les exercices. On ne s'en est pas parlé juste avant, et c'est assez marrant parce que ce qu'elle vient de dire, je viens de vous le dessiner. Alors, je vais vous la faire comme ça. Alors là, on va se marrer un peu. Ouais, vas-y. Tac. Tu l'as? Et tu peux même le poser, en fait. Attends, il faut juste que… Regarde, pas mal, ça. Tac, ok. Donc, il y a une feuille A4 en dessous, hein, c'est un peu caché. Première partie… Alors, vous n'arrivez pas à voir. Tu arrives à te rapprocher? C'est le cours. C'est le cours. En fait, la première partie, c'est le cours. Donc, on y va sur le cours. On est en train de dérouler tout le cours. Okay, c'est une sorte de fiche de révision. Mais on s'en fiche, c'est les assurances pour ça. Comme ça, je pourrais en changer. Donc, en fait, vous avez le cours. Et donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, en masquant le cours. C'est exactement ce qu'elle vient de dire, ce que vient de dire Laetitia. On a la réactivation. En disant, tiens, qu'est-ce que j'ai retenu du cours, où est-ce que j'en suis, sans lire le cours, bien évidemment. Et donc là, je peux le faire 1 fois, 2 fois, ce n'est pas un souci. Étape suivante, des mots-clés, toujours sans regarder ce qui s'est passé avant. On a des mots-clés, le résumé en mots-clés. Tiens, en fonction du cours, ok, ça sont les mots-clés vraiment super importants. Exemple pour aujourd'hui, l'attention, le geste mental, la mémorisation, la réactivation et plein encore d'autres choses. Et tout en bas de ma page, tac. Et c'est ce que disait Laetitia à l'instant, la mise en perspective. Quelles sont les possibles questions qui vont être posées au niveau de l'évaluation? Je me mets en perspective par rapport à ce qui va se passer après. Et donc, ça vous fait un découpage d'une feuille comme ça à 4. Vous avez le cours, la première réactivation, les mots-clés et les questions éventuellement à poser en éval. Et vous avez un exemple qui répond à la question tout à l'heure de comment est-ce qu'on peut faire pour réactiver. Alors, on n'est pas, si les enfants sont un peu feignants de l'usage de la transformation du cours pour le transformer de cette façon, on n'est pas obligé. L'idée, c'est de savoir qu'il y a un protocole quand même, chronologie, mémorisation. Et l'idée, c'est que l'enfant il soit ouvert possible le jour de l'évaluation. Et cette réactivation, elle est vraiment importante, vraiment importante. C'est ce qu'on avait sur la courbe de l'oubli avant. L'oubli est un facteur essentiel pour le bon fonctionnement du cerveau. Les personnes qui n'oublient pas ont des pathologies, entre autres l'autisme. Et donc, l'oubli est nécessaire. Et en fait, le facteur de rétention d'informations, c'est la répétition. Pas de répétition, pas de mise en mémoire. Point. Alors, comme il est 15h30, on essaye de faire très attention aussi au timing qu'on avait proposé. On n'est pas les bons élèves. Ce qu'on vous propose, c'est justement, juste après, quand on va se quitter, c'est de réactiver vous-même de votre côté et de voir ce qu'il reste, parce que je pense que ça serait intéressant de tester tout de suite. Donc voilà, ce qui nous reste. Je pense qu'en 1h30, Laurent et Laetitia ont essayé de vous donner le maximum. Peut-être qu'on pourrait leur demander de poursuivre à un autre moment, parce que je pense que ce qu'on vient de partager, c'est essentiel. Il va falloir se le repasser. Vous l'aurez donc sur la chaîne YouTube. On vous mettra les webconférences qu'on a eues jusqu'à présent. On pourra envoyer le diapo. Bien sûr. On vous envoie le diapo, je vous l'envoie dans la journée. Et puis, si jamais on avait envie de travailler autour des neurosciences, de la pédagogie positive, je pense qu'on pourra vous accueillir aussi en formation à certains moments, dans certains lieux, et de vous proposer ces formations qui sont essentielles pour nous dans l'accompagnement des élèves, le climat de classe, et d'avoir des outils concrets que vous pouvez vous-même intégrer et aussi partager après en équipe. Parce que l'idée, c'est évidemment que ces petites pépites qu'on est en train de vivre, vous puissiez absolument les partager. Ce sont des petites graines que nous sommes. Ouais. L'idée, c'est vraiment de vous mettre l'eau à la bouche en disant voilà ce qui existe. Alors, c'était ultra rapide. Oui, de l'eau à la bouche, c'est de l'eau, pas autre chose. Maintenant, si vous venez en Alsace, il y a plein d'autres trucs, mais on a rajouté à côté eau, on a mis c'est la vie, mais ça fait de l'eau de vie, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais voilà. Mais c'est vraiment vous donner l'eau à la bouche en disant voilà, ça existe, faites-vous plaisir, éclatez-vous dans ce que vous faites, parce qu'on fait le plus beau métier du monde.
Alors, en tout cas, un immense merci à chacun. On se dit à très vite et vous pourrez retrouver Laurent avec tout ce qu'il a pu vous partager sur un des podcasts qu'on avait mis en ligne. Et on vous remet tout ça à dispo et vous pouvez diffuser autant de fois que vous voulez. Merci à tous. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci Benjou. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci encore. Merci, au revoir. Merci, au revoir.